Les Comores. Situé au nord du canal de Mozambique, entre l'Afrique orientale et Madagascar, l'archipel des Comores est composé de 4 îles: Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Mohéli. L'histoire du peuplement de l'archipel des Comores est encore mal connue. On sait cependant que ce peuplement a reçu des apports de plusieurs régions du monde, notamment du continent africain, du golfe Persique, d'Arabie et probablement d'autres régions du pourtour de l'océan Indien. Parmi les apports de ces populations dans l'archipel des Comores, on trouve une formidable embarcation connue depuis la nuit des temps dans la mer Rouge et dans le golfe Persique. Cette embarcation est connue aux Comores sous le nom de Jahazi. Nous sommes en 1999. En passant pour la énième fois à côté du dernier port à poutre des Comores, une question inattendue surgit. Et si ces poutres disparaissaient un jour, emportées par une modernité déjà aux portes de l'archipel? Ce film pourrait donc s'intituler « L'histoire d'une intuition » ou d'un pressentiment singulier. Mais, pour la majorité des Comoriens, la question d'une probable disparition des poutres ne se pose pas. Un tel événement est totalement inenvisageable. Les poutres seront toujours là, car ils font désormais partie des Comores, au même titre que les mosquées, les volcans ou les boubous que l'on porte. Poussé par ce pressentiment, celui de voir un jour disparaître les Jahazi, dont la présence aux Comores remonte à plusieurs siècles, nous avons alors entrepris, avec des moyens somme toute rudimentaires, de filmer ce patrimoine, de connaître les gens qui y ont consacré leur vie, de nous intéresser à ces bruits si particuliers qui résonnent dans la ville chaque jour, sans qu'un seul passant y prête attention. Depuis des siècles, des silhouettes de bois aux formes arrondies sillonnent les ports des Comores, de Mayotte à Anjouan, en passant par la Grande Comore et Mohéli. Ainsi, on trouvait à la Grande Comore plus de 10 ports où les poutres pouvaient jeter l'ancre ou y échouer. On en trouvait un à Chindini, à Mitsamiuli, à Malé, à Urobeni, à Bouni ou à Itsanamjini par exemple. Des ports à poutres, on en trouvait également à Mohéli, ou à Mayotte, ou à Anjouan. Tout cela témoigne du rôle primordial que jouait cette embarcation dans la société comorienne. Mais les poutres, ce sont d'abord des hommes, des Nahouda et des Baharia, autrement dit, des capitaines et des hommes d'équipage. Mais ce sont surtout les fameux charpentiers de marine, des hommes passionnés, prêts à mettre à flot les plus beaux jahazis ou à réparer les embarcations sans cesse malmenées par les flots.
ils ne sont que quelques centaines d'hommes, formant une véritable corporation, celle des gens de la mer. En commun, ils ont une seule passion, celle de vivre par le Jahazi et pour le Jahazi. Vous voyez ceci? Ça s'appelle le utako. C'est avec un tronc de jacquier que ça se fabrique. Ça, c'est le fachiné arrière. Et ça, c'est la planche dite de maliki. Pour la cintrer, il faut l'enduire d'huile et la chauffer sur un feu de bois. C'est ainsi qu'elle prend une forme courbée et que l'on peut la placer dans l'ossature du boutre. Cette petite pièce-là est appelée magangu. Elle sert à relier le utako et le fachiné arrière. Là, ils sont en train de calfater le boutre pour l'étanchéiser. C'est le sens de cette action. Il faut utiliser de l'étoupe. Cette étoupe, c'est la même que celle que l'on utilise pour les morts. Où la trouve-t-on? Pas chez nous, en Ngazija. Elle vient de Bombay. Elle arrive de Bombay à Zanzibar. Zanzibar, ça s'appelle aussi Unguja. Et les gens y vont pour l'acheter. 1 kilo coûte 2500 francs. Un seul kilo. Après avoir calfaté ce boutre, que faut-il encore? Il faut du shahamou. Le shahamou dont vous entendez parler, c'est de la graisse animale. Lorsqu'on tue un bœuf, on récupère la graisse, on la fait cuire et on la conserve. On mélange cette graisse à de la chaux et à de l'huile et on prend la mixture pour l'enduire au boutre. On recouvre ainsi tous ces clous. Comme ça, le boutre est étanchéisé et lorsqu'on le charge de bien, on ne les mouille pas. Pour la construction d'un boutre, des centaines de pièces de bois sont nécessaires. Il faut d'abord les rassembler, les trier, les couper, les percer, les sculpter, les raboter et les tordre. C'est au terme de plusieurs mois de travail et de dur labeur, parfois en forêt, qu'un boutre peut voir le jour. Mais ce savoir-faire exceptionnel ne figure dans aucun manuel. La construction d'un boutre se fait sans aucun plan écrit. Si plan existe, il est seulement dans la tête du fondi, du maître à qui le travail a été confié. Bien, cela s'appelle Fundo la Mongori, littéralement poutre de mât. Alors, les jeunes, les hommes d'équipage l'ont soulevée et vont l'embarquer dans le boutre. Après quoi, elle sera fixée par une solide ligature appelée kisongo. Demain, ce jahazi aura une nouvelle poutre transversale, fixée par une solide ligature, un kisongo. Et les hommes, comme à l'accoutumée, s'en iront travailler dans ces embarcations pour nourrir femmes, enfants, parents, pour nourrir des centaines de familles et quelque part perpétuer une tradition millénaire qui est celle du jahazi. Le boutre, c'est la richesse du Comorien, une richesse souvent inaccessible pour beaucoup, car sa construction est onéreuse. De nos jours, il coûte 1 500 000 francs, voire 3 millions.
on peut tirer beaucoup plus de bénéfices d'un boutre que d'une voiture, car un seul jour de travail peut rapporter jusqu'à 100 000 francs, alors qu'avec une voiture, on ne peut même pas gagner 50 000, ou alors c'est très rare. Par exemple, si tu achètes de l'étoupe et que tu calfates ton boutre ce mois-ci, il se passera 3 mois avant que tu ne fasses d'autres dépenses. Tu le calfates, tu l'enduis d'huile, après quoi tu vas attendre qu'un bateau arrive et là, tu auras ton cash. Embarcation très onéreuse, mais cela se justifie. On peut voir sur ces quelques dessins toute la complexité du travail. Et pourtant, ce travail est exclusivement fait au moyen d'outils traditionnels tels que les ciseaux, l'herminette, la drille à archer, les scies, les marteaux et bien d'autres. Et cela, malgré l'appel incessant de la modernité. Là, ce sont des outils de maître que je vais vous montrer, car je vais vous montrer l'herminette. C'est l'outil le plus important. C'est ça, l'herminette. C'est elle qui fait le travail de dégrossissage du bois. Ça, c'est la scie qui coupe les planches. Ça, c'est un marteau également utilisé dans la construction du boutre. Ça, c'est la machine que l'on utilise et elle est appelée kéké. Et je vais vous montrer comment on s'en sert. Regardez cet homme manipulant une drille à archer. Et celui-là, occupé à calfater un boutre. Regardez aussi ces beaux boutres. Ce sont toutes des images des Comores. Et non, erreur. Celles-ci viennent de Zanzibar. Et celles-là, des Comores. Mais les mêmes techniques, les mêmes outils traditionnels sont partagés par bon nombre de pays héritiers du Djahazi. Et pourtant, dans les années 90, quelques outils modernes avaient fait leur apparition, mais ils n'étaient que très rarement utilisés, car ils nécessitaient une logistique complexe, groupe à électrogène, essence, etc. Alors, cette perceuse était là, posée, presque délaissée, comme pour dire « Oui, nous pouvons l'avoir, mais nous préférons utiliser une drille à archer et un kumango, ce marteau traditionnel fait de bois. » « 1898. Sur ces images de Pobéguin, on peut déjà mesurer l'importance du boutre comore. Ici, dans le port de Moroni, ils sont là, en attente, et tous portent un mongori, c'est-à-dire un mât. On voit toutes les marchandises accumulées et qui doivent être embarquées dans les boutres. Ce sont des boutres voyageurs, avec un statut de navire. Ils sont le trait d'union entre cet archipel et les pays de la région, jusqu'en Inde ou au Yémen. Aux Comores, tout passait par le boutre. Que ce soit les échanges commerciaux
les échanges culturels et intellectuels. Des générations entières de Comoriens sont partis à bord de ces boutres, à la recherche de vie meilleure ou de savoir. Parmi eux, les 2 premiers grands mouftis des Comores qui, sans les boutres, auraient connu un destin complètement différent. Mais d'autres personnes n'y sont pas montées de plein gré. Elles ont été forcées de monter dans ces embarcations pour aller être vendues ailleurs comme esclaves. Mais est-ce l'épée qui tue ou la main qui la porte? Mais que seraient les Comores sans les boutres, sans ces Nahouda, ces capitaines qui, jour après jour, mois après mois, s'employèrent à rompre l'isolement naturel des Comores, guidés par le Man Safara, un manuel de navigation qui fit ses preuves des siècles durant. Mais tout cela était de l'époque des boutres voyageurs, de l'époque où chaque boutre hissait son mât et déployait au vent son voile. C'était du temps où, comme dit la légende, Ntsamouinza pouvait partir à bord d'un boutre à la recherche de la religion musulmane. C'était il y a plus de 1000 ans. Plusieurs siècles après l'arrivée des premiers boutres aux Comores et plus d'un siècle après les images de Pobéguin, ils sont toujours là, majestueux, comme ici dans le port de Moutsamoudou en 1974. La présence de ces machines ultramodernes, très fréquentes pendant la colonisation française, n'y change rien. Pour les Comoriens, les Djahazis étaient toujours les rois des océans. Jusqu'au début des années 90, les boutres à voile sillonnaient encore les Comores, chargées d'hommes, de femmes et de marchandises. Certains ont même été motorisés, mais cela n'a pas suffi. Le Laguera, dernier boutre à voile des Comores que l'on voit ici, fut balayé par la modernité. Le Laguera, comme tous les autres, fut remplacé par des bateaux plus ou moins modernes, jugés plus rapides, plus sûrs et plus confortables. Et c'était là la fin des boutres à voile aux Comores. Ils ne verront plus les côtes de Zanzibar, du Yémen ou de Madagascar. Le Man Safara est à jamais rangé dans des tiroirs poussiéreux. À jamais, ils ont perdu le statut prestigieux de navire, de boutre voyageur. Désormais, ils se contentent d'aller au large, décharger les marchandises à bord des grands bateaux, incapables d'accoster au port de Moroni. Plus besoin de mât, plus besoin de voile. Mais ils ont survécu, même si la menace était déjà présente, car dans l'île Sœur d'Anjouan, un nouveau port avait déjà été mis en service, et là-bas, il n'existait déjà plus aucun boutre. Tirite
karijilia daunundo wakati doa badilia mdudwe karijiram bedove sirilisham dudwe karijiram bedove sirilisham dudwe karijiram bedove. Aujourd'hui, voilà la raison d'être des boutres et de tous les hommes d'équipage, les baharias et les charpentiers de marine. Que l'on ne se moque pas d'eux, de ce qu'ils sont devenus, comme dit la chanson, car c'est bien l'époque qui a changé. Ce nouveau statut aurait pu durer encore des années, des siècles, sauf que la mondialisation est passée par là, et on ne jure que par la rentabilité et l'efficacité. Alors, ils l'ont fait venir. Ils l'ont fait venir et le voilà, accolé à ce bateau, prêt à charger 20 fois plus qu'un boutre. Désormais, la question est posée. Des boutres, pourquoi faire? Alors qu'un seul chaland peut faire en un seul voyage ce que font 10 ou 15 boutres à la fois. Nouvelle condamnation du jahazi. Cette fois, c'est sans doute la fin car il n'est guère d'issue. Mais peut-être qu'une raison tout autre le sauvera d'une mort certaine. Peut-être que la raison culturelle, celle qui empêcherait de laisser disparaître un patrimoine inestimable, prévaudrait sur la rentabilité imposée par la mondialisation. Mais cela n'a pas été le cas. À la fin des années 2000, le boutre est finalement abandonné à son sort. Le petit port de Moroni, jadis rayonnant, est devenu un cimetière de jahazi. Ainsi commence le crépuscule des boutres. Détrônés et déchus après une lutte de plusieurs siècles, les boutres ont définitivement jeté l'ancre à partir de l'année 2008, car, face à un ennemi trop puissant, le combat était devenu trop inégal. Alors, des squelettes entiers jonchent le sable, pendant qu'à côté, des compagnons de voyage agonisent et attendent impuissamment la mort.
Mais ce cimetière de Boutre ne faisait pas bonne figure dans la ville. Il fallait le faire disparaître et faire place nette. Alors, des siècles d'histoire et un patrimoine inestimable furent nettoyés en quelques heures. Il ne resta rien, absolument rien. De cet endroit qui sans doute vit se construire à travers les Boutres qui allaient et venaient, toute l'histoire des Comores, il ne resta qu'un grand vide. Mais que sont devenus les Baharia? Quel est désormais leur sort? Mon nom est Mzee Saïd Aslan. C'est à 15 ans que j'ai commencé à voyager. Mais voilà, le gouvernement est venu nous chasser. Ils les ont tous détruits. Moi-même, j'en avais 3, mais ils ont été détruits. Mais comment est votre vie maintenant? Je suis là, j'attends la providence divine. Je vais à la mosquée, je m'occupe des enfants et je dors. C'est tout. J'ai commencé par être Chora. En tant que Chora, j'attendais que mes pères aient du travail et je me chargeais d'écoper le Jahazi. Après un certain temps, on m'a appris comment ramer. Longtemps après, ils m'ont appris à être au gouvernail. Le gouvernail sert à diriger le Jahazi. Après ça, j'ai commencé à apprendre aux jeunes comment ramer, comment placer le kileti. Le kileti, c'est un pilier placé comme ça, autour duquel on met le mchali. Le mchali est une cordelette attachée au kileti. On y met la rame pour pouvoir ramer. On tire dans ce sens, comme ça, penché, en même temps. Si c'est moi le capitaine et que je suis au gouvernail, je dois agir comme ça, pour diriger le Boutre. La nostalgie est là, mêlée à une certaine douleur. Quelques années après la disparition du dernier Boutre des Comores, on répète encore la gestuelle. On évoque les rôles des Baharia et des Nahouda, comme pour conjurer un sort impitoyable, celui des Jahazi et des hommes de la mer, ou celui des hommes de la mer et des Jahazi. Tout ce qui est arrivé de l'extérieur dans ce pays et qui a fait que ce pays est aujourd'hui un pays est passé entre nos mains et sur nos corps. Le pays a régressé. Et cela parce qu'on a détruit les Boutres. Il n'y a plus de Boutres dans ce pays. Les niveaux de vie des gens ont reculé. Allez voir. Nous étions environ 900 personnes. Des femmes, les enfants, les amis, tout le monde venait ici. Et lorsque les fonctionnaires n'étaient pas payés et que nous avions débarqué un peu de ciment, ils venaient nous demander « Prête-moi 10 000 francs ». Et nous, on prêtait à nos frères. Le pays avançait, il n'y avait pas tout ce chômage. Oh Jimsa aimale Jimsa wana male Jimsa aimale Jimsa wekishi yango ingoi Jimsa wamifikota zikoi Jimsa wana male Jimsa aimale Jimsa waikoni wananjaya Jimsa magoja majikujaya Jimsa wana male